À partir de maintenant, le doute n'est plus permis. S'il restait une partie des lecteurs qui pensaient qu'il y avait un plan caché, un twist, une ultime manipulation, tous leurs espoirs ont été balayés. Eren va détruire le monde. La réalité du personnage s'impose dans toute son horreur. Comment maintenant rester pro-Jaeger en sachant cela? Être du côté d'Eren, c'est plus ou moins valider le génocide à l'échelle planétaire, la mort de millions d'individus, la plupart innocents et ignorants du drame de paradis. Et pourtant, l'art d'Isayama est de créer chez nous un sentiment d'ambivalence sans commune mesure. En faisant d'Eren le personnage principal de son histoire depuis l'enfance, il nous offre finalement l'origin story de l'antagonisme principal à ce moment de son récit. L'adolescent naïf et idéaliste se fait révolutionnaire implacable. La victime devient bourreau. Le héros devient le monstre de sa propre histoire. Le pire pour le lecteur, c'est qu'Isayama a beau invoquer le trauma originel, il ne se contente pas de donner à son personnage une motivation strictement passionnelle. Oui, il y a bien de la colère, de la rage et le désir de protéger ce qu'il aime. Mais cela va au-delà. Si on dépasse le mobile passionnel, il y a aussi derrière une réflexion froide et pessimiste. Une réflexion qui choque à la fois par sa justesse et par sa radicalité. Si l'on veut changer les choses, cela ne peut passer que par la destruction radicale du monde. Une destruction implacable qui fera table rase du passé, soldant la totalité des dettes de l'histoire. Cette révolution radicale se fait solution à un désespoir face à un monde qui semble incapable d'enrayer les mécanismes de violence et d'oppression qui le structurent depuis le début. Eren l'a vu. Ce monde a commencé par la violence. Celle de tribus éparses guerroyant pour quelques arpents, celle que l'on exerce sur une gamine aveugle ayant laissé s'échapper des cochons. La dialectique de l'histoire, c'est celle de l'oppresseur et de l'opprimé, du bourreau et de la victime. Du passé, faisons table rase. Eren a fait se lever les damnés de la terre. Qu'enfin le passé s'engloutisse, qu'un genre humain transfiguré sous le ciel clair de la justice mûrisse les épis dorés. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les paroles extraites de l'Internationale, un chant révolutionnaire écrit à l'origine par Eugène Portier durant la Commune de Paris. Eren incarne, je l'ai toujours dit, cette image d'une révolte par la violence contre l'oppression qu'il subit. Le manga d'Isayama ajoute Eren au panthéon de ces personnages qui suscitent en nous l'ambiguïté d'une lutte qui va peut-être trop loin. Comment ne pas penser à Daenerys et son despotisme de la vertu, à Magneto et son désir de voir ses frères mutants libérés de l'oppression humaine, à Tom Zarek tentant de combattre le système politique défaillant dans Battlestar Galactica. La différence ici, c'est qu'Eren est et a toujours été le personnage principal de son manga. Le déplacement opéré il y a quelques chapitres ne change rien. Eren n'est pas le méchant au sens classique du terme. Le mal, je le répète encore une fois, n'existe pas en tant qu'entité absolue ou dans une incarnation particulière dans SNK. Le manga d'Isayama est férocement matérialiste, par sa volonté d'explorer les mécanismes sociopolitiques qui font l'histoire et leurs conséquences. Si Eren est devenu un monstre, ce n'est que le produit de ce monde. Si je citais tout à l'heure des couplets de l'Internationale, il nous faut par contre nous rappeler de ce passage. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Travailleurs sauvons-nous nous-mêmes, travaillons au salut commun. Or voilà la plus grande erreur d'Eren, sa solitude. Son absence totale du sens du collectif. Sa décision est unilatérale, sans concertation. Un exercice de puissance pure, par un individu devenu Dieu. Il y a là les prémices de l'échec de sa révolution. Ce n'est pas un soulèvement collectif, mais le choix d'un être déifié qui abat sur le monde sa sainte colère. Ce chapitre, sûrement l'un des plus courts et les moins bavards de tout le manga, est sûrement l'un de ceux qui possèdent l'une des plus grandes forces évocatrices de l'œuvre. Très avare en mots, restant très elliptique quant à la série de décisions qu'a pris Eren, il reste néanmoins sans ambiguïté aucune. De nombreux lecteurs espéraient, dans une sorte de déni, de la part d'Eren un plan à la Lelouch de Code Geass. Mais Eren ne possède pas l'optimisme qui fait partie intégrante du plan de Lelouch. Celui-ci repose sur la croyance en l'humanité de faire les bons choix, d'apprendre de ses erreurs, de se battre pour la liberté. Si la situation est ici bien différente, avec toujours l'idée d'un peuple opprimé à cause de la menace qu'il représente, ce qui n'était pas vraiment le cas avec les Japonais dans Code Geass, Eren ne possède pas non plus cet optimisme. Au contraire,
Sa décision relève plus d'un acte de désespoir et d'un désamour consommé pour l'humanité. Seuls les siens comptent dans son calcul. L'humanité dans son ensemble est viciée par ses 2000 ans d'histoire et ses péchés originels. Il doit donc la faire disparaître pour laisser place à une humanité renouvelée qui ne souffrirait pas des divisions de l'ancienne. Un acte aussi intolérable que radical, qui s'érige comme l'extrémité d'une morale conséquentialiste. C'est une morale où ce qui est jugé, c'est le résultat de l'action et non l'action elle-même. Se revendiquant d'un réalisme bien loin de toute vision idéaliste du monde, Eren prend la décision d'éradiquer l'humanité pour que celle-ci reparte presque à zéro. Tout le chapitre met l'emphase sur le caractère à la fois grandiose et terrible du grand terrassement. Convoquant à la fois l'imagerie du Kaiju Ega, de l'apocalypse biblique mais aussi de nos guerres bien réelles, le chapitre touche à ce sublime qui suscite à la fois la fascination et la crainte. Quand j'évoque l'imaginaire apocalyptique, c'est justement parce que le chapitre résonne avec l'un des récits primitifs les plus connus de l'humanité, celui du déluge. Présent dans l'Ancien Testament mais aussi d'autres traditions, le déluge est ce moment de l'aube de l'histoire où Dieu, jugeant les hommes devenus trop mauvais et pervers, décide d'éradiquer toute vie à l'exception d'une poignée d'élus, la famille de Noé, dont ce dernier est chargé de construire une arche pour sa famille et les couples de chaque espèce animale. Une fois cela fait, Dieu abat sa colère sur le monde et l'engloutit dans des trombes qui durent 40 jours et 40 nuits. À la fin, il ne reste que la famille de Noé qui débarque et repeuple le monde. Difficile de ne pas voir le lien avec les Eldiens et l'île du Paradis, un nom qui convoque facilement l'imaginaire biblique. L'île du Paradis, autrefois lieu de réclusion, devient une arche pour ses habitants. Les titans sortis des eaux et surtout la nouvelle forme d'Eren peuvent nous évoquer le terrible Léviathan, monstre aquatique envoyé par Dieu pour punir les hommes. D'ailleurs, ce n'est pas comme si la référence à Hobbes, qui écrivit un traité philosophique politique nommé Léviathan, était négligeable comme je l'ai déjà montré dans cette vidéo. Oui, je fais un peu de placement de produit, j'ai pas honte. Pour revenir à ce qui nous intéresse, Eren est devenu Dieu. Par sa taille, sa puissance et sa connaissance, il contemple et juge les hommes, le rapprochant plus du Dieu de l'Ancien Testament que du Dieu des Évangiles. Et comme dans l'Ancien Testament, sa colère et son jugement sont sans pitié, radicaux et sans appel. Mais même au-delà du récit biblique, c'est tout l'imaginaire de la mythologie apocalyptique qui est présenté ici, sans parler de la culture japonaise elle-même. La forme infernale et terrifiante d'Eren nous évoque autant le kaiju émergeant des eaux pour tout détruire que les anges à l'apparence grotesque de Evangelion. La tête pendante recouverte de cheveux longs et noirs rappelle le folklore horrifique japonais. La cathédrale d'os qui surplombe de sa hauteur impensable le spectacle renvoie autant à l'imaginaire infernal qu'aux colosses innommables et indescriptibles de l'auteur H.P. Lovecraft. Pour revenir à la référence du Kaiju Ega, présente depuis les débuts de l'œuvre, il est facile ici de faire le lien entre la mise en scène du chapitre et le plus célèbre kaiju du Japon, Godzilla. Godzilla, comme les titans ici, arrive toujours par la mer. Il représente une puissance destructrice, invincible face aux armes traditionnelles. On rejoue la scène des forces armées tentant vainement de repousser la menace, qui domine de sa hauteur et détruisant tout par son avancée inexorable. Et comme Godzilla, Eren est le produit de son monde, la conséquence de ses errances et de ses erreurs. Cela est encore plus présent dans le reboot de Shin Godzilla réalisé par Hideaki Anno, tiens encore lui, et Shinji Ikuchi, ce dernier ayant d'ailleurs réalisé l'adaptation live de SNK. Oh mon dieu, tout est lié! Et pour pousser le parallèle jusqu'au bout avec Shin Godzilla, la créature a dans le film un statut lui aussi ambivalent. Monstre cauchemardesque détruisant tout sans pitié, il est un dieu de la destruction comme le suggère le titre avec le terme Shin et l'affiche avec son dieu incarné. C'est un dieu qui, par son acte de destruction, permet de détruire les structures sclérosées de l'administration pour permettre l'émergence d'un nouveau type de société, plus horizontale, à l'image du groupe du héros, Rando Yaguchi, bien loin du formalisme rigide du gouvernement. Le morceau Persecution of Maces, réalisé par Shiro Sagisu, montre son ambiguïté. Les paroles sont une supplique à un dieu devant apporter la vérité et les libérer de la persécution. Est-ce que, paradoxalement, Godzilla ne serait pas ce dieu, comme Eren, qui libère par son action destructrice le monde et les masses de leur chaîne, même si cela implique la fin de tout. Si le récit a depuis longtemps abandonné l'épique pour la violence et le réalisme cru de la guerre, il bascule cette fois dans le registre du cauchemardesque. Les soldats de la coalition ne peuvent rien face à ces horreurs colossales. Leurs peurs ancestrales sont matérialisées. Ce qui était devenu des récits terrifiants du passé prend vie. Cette peur et cette haine des Eldiens se fait alors prophétie autoréalisatrice. Eren nous apparaît ici pour la première fois dans toute sa majesté et son horreur. Son apparence traduit littéralement ce qu'il est devenu, la monstruosité engendrée par ce monde. Devenu l'incarnation et le réceptacle de toutes les oppressions, de toutes les injustices et de toutes les violences de ce monde, il ne pouvait avoir une autre forme, incarnation de la pure terreur et de la puissance implacable.
Isayama nous donne en fait les clés pour comprendre comment on en est arrivé là, tout en levant toutes les ambiguïtés. Il explicite ce que l'on pouvait déjà avoir compris. Pour mettre fin au cycle éternel de haine et de violence, il faut détruire ce monde et toutes les structures qui le composent. Le génocide est la seule solution pour que l'humanité reparte sur de nouvelles bases. Avec le pouvoir de l'originel, Eren pourra effacer la mémoire de cette humanité disparue et l'atrocité de sa disparition. Eren endosse ici la place de bourreau, mais aussi de martyr. Il sera l'un des seuls à savoir ce qui s'est passé, tout en endossant la totale responsabilité. Cette destruction du monde est aussi une destruction du réel tel qu'il est. Il possède le pouvoir que tout régime totalitaire a toujours rêvé de posséder, la capacité à détruire le réel. Par son omnipotence et son contrôle de la mémoire, il peut littéralement effacer tout ce qui est pour le réécrire. Il remplit ainsi toutes les conditions qu'énonçait la philosophe Hannah Arendt, qui devait garantir au réel sa solidité. Même lorsque cette volonté existe, mentir sur la non-existence d'un fait réel et du coup effacer le réel, comme ce fut le cas pour Hitler et pour Staline, il faudrait que cette volonté puisse disposer d'un pouvoir tendant à l'omnipotence pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas d'assassiner Trotsky et de supprimer son nom de toutes les sources historiques pour effacer le souvenir du rôle qu'il a joué durant la Révolution russe. Il aurait fallu pouvoir supprimer tous ceux qui furent ses contemporains et pouvoir dominer le monde entier. Eren a non seulement la volonté, mais aussi la capacité. Devenu dieu totalitaire, il ne compte pas simplement détruire le monde d'avant, il va l'effacer définitivement. Bien qu'il n'y ait pas de certitude par rapport à sa volonté d'utiliser le pouvoir du fondateur, on peut honnêtement penser que cela serait le choix le plus logique pour parfaire son entreprise radicale. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Worldview Anime consacrée à la question. Mais on a peut-être là la clé qui expliquerait le possible échec d'Eren, et en tout cas, le caractère vicié de sa révolution. On est d'accord que le génocide est un procédé par définition intolérable et insoutenable. Mais il y a plus. Quelque chose que nous avons évoqué au début par ces quelques lignes de l'Internationale. Eren prend ses décisions seul. Le chapitre, dans ses flashbacks, insiste justement à la fois sur sa volonté, mais aussi sa solitude. Il est un dieu tyrannique qui décide seul ce qui doit être fait, sans demander l'avis et l'approbation de qui que ce soit, notamment ses amis qui semblent être sa motivation principale. Il pense avoir la solution et l'applique sans concertation, estimant qu'il doit porter seul le poids du salut des siens. On est là face à un comportement de messie autoproclamé qui prend sur lui les péchés du monde et décide de sauver ceux qui le méritent. Il n'y a rien de collectif, mais simplement la volonté d'un seul individu qui décide ce qui est juste et injuste, ce qui doit être fait et ce qui est nécessaire. Le passage où il dit que cela ne peut pas être, mais que cela doit être, renvoie à l'idée d'un devoir, d'un décret divin relevant de la nécessité. Or là est le péché d'orgueil d'Eren, là est sa faute. En écartant le collectif pour assumer seul sa révolution, Eren n'est plus un libérateur, il est un tyran, un despote de la vertu. Là où les chapitres précédents insistaient sur le collectif, la concertation et l'échange, il n'y a ici qu'un individu seul avec son pouvoir. Eren ne diffère finalement pas de Karl Fritz quand il emmena son peuple sur Paradis et lui ravit sa mémoire. Eren incarne la monstruosité de l'idéologie, quand pour accomplir l'idée, ici la liberté, on détruit le réel pour qu'elle advienne. Voilà où réside sa critique. Il y en aura qui viendront sûrement défendre Eren, justifiant son entreprise, expliquant qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est justement le but d'Isayama, de plonger dans cette ambivalence face à un personnage que l'on comprend et dont on ne peut cautionner les actes. S'il n'hésite pas à invoquer le trauma originel, il n'en fait pas pour autant un personnage ayant sombré dans la folie. Si pour le coup la trajectoire d'Eren peut parfaitement nous rappeler celle de Daenerys dans Game of Thrones, qui convoque aussi l'imagerie totalitaire sur la fin, Isayama a le bon goût, contrairement à Wes et Benioff, de ne pas nous sortir le Joker de la maladie mentale ou de la folie. La décision d'Eren possède une certaine logique. Le monde tel qu'il est doit disparaître pour mettre fin à l'oppression et la violence. Un peu comme le Grand Soir, cette disparition ne peut se faire que dans une dernière et terrible déflagration, d'où jaillira un nouveau monde. Le dernier jaillissement de la violence absolue mettant fin à la violence du monde. Mais peut-on l'accepter quand un seul homme devenu Dieu le décide ? En supprimant la mémoire des siens, Eren rendrait la liberté à tous, en brisant les chaînes de l'histoire. Mais a-t-il le droit ? Est-ce que moi, lecteur, je peux l'accepter ? Quelle serait alors la solution ? Parler ? Réformer ? Pour y croire, il faudra avoir quelque chose qui a quitté Eren depuis longtemps, quelque chose qu'il a perdu, l'espoir.
Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le serveur Discord pour venir parler avec nous ou mettre un commentaire, on vous répondra à tous les coups. Le programme à venir, bon, pour les prochaines semaines, ce sera une vidéo sur Vinland Saga et Last of Us 2, et on va me dire un peu du mal de Last of Us 2, du coup ça va faire un peu peur et polémique, j'imagine, et une vidéo consacrée à Horizon Zero Dawn, prévue pour sa sortie PC en août. N'hésitez pas non plus à découvrir sur notre chaîne les podcasts Deep Story Teacher consacrés à ses analyses de comics. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne continuation, philosophiquement, bien à vous, à bientôt.